Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions? Bon, de toute façon, les micros sont ouverts, hein, donc on va embrayer sur le dernier point qui, de toute façon, est lié à tout ce qu'on a vu. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, à revenir donc en me demandant tout simplement la parole. Alors, quatrième point de cet après-midi et dernière table ronde, la crise, est-ce le bon moment pour innover? Tout à l'heure, Philippe, avec un peu d'humour, disait, on nous disait il y a quelque temps que c'était la crise. Bon, on y est peut-être quand même encore et peut-être pour un bout de temps, mais c'est vrai qu'on n'a jamais autant utilisé le terme opportunité aussi. On a beaucoup parlé de crise et beaucoup de gens nous disent, mais c'est le moment peut-être qui recèle des opportunités pour innover, pour investir. Bon. Alors, est-ce la réalité aujourd'hui? On va commencer à en parler avec Monsieur Frédéric Richen, qui est dans la salle, voilà, qui va venir me rejoindre, qui représente l'IDEP et le GRECAM. Il va nous les présenter dans un instant et qui va nous parler des caractéristiques de la crise actuelle et comment, sur cette crise actuelle, on peut peut-être avoir en effet une notion de rebond ou de saisir des opportunités. Merci. Je me présente, Frédéric Richen, je suis universitaire, donc je ne suis pas innovateur dans l'âme, mais en plus en sciences économiques, donc les champs sont encore plus réduits. Mais en revanche, on analyse parfois les changements, on analyse les méthodes, on analyse la société, et donc c'est à ce titre qu'on m'a demandé de faire un cadrage sur les dynamiques d'innovation et la crise. Donc je suis enseignant-chercheur à un laboratoire qui s'appelle le GRECAM, groupement de recherche en économie quantitative d'Aix-Marseille, et je suis directeur adjoint de l'IDEP, Institut d'économie publique, dont l'objectif est de valoriser la recherche vers les décideurs publics. Donc c'est du transfert de technologie, mais c'est de la technologie assez soft. Donc pour illustrer mon propos, je vais aborder cela en 4 points. Le premier point, c'est que effectivement, on présente souvent les crises comme des occasions pour changer, pour faire une rupture ou muter. Bien sûr, ces occasions ne se justifient que parce que, dans un deuxième temps, en fait, elles sont l'occasion de créer de nouvelles opportunités et notamment d'engranger ou d'entamer un processus de croissance. Et on verra que dans ce cas-là, il y a un conflit entre les dynamiques de court terme et les dynamiques de long terme. Et l'une des caractéristiques du processus de croissance actuellement, c'est qu'il y a, bien sûr, comme tout processus de changement, une mutation profonde des modes par lesquels les technologies ou les modes de valorisation se régénèrent. Donc on parle toujours de l'innovation, d'accord, en disant on va changer les choses, mais les modes d'évaluation des choses changent aussi, puisque par définition, les référentiels évoluent. Donc c'est un peu pour donner un petit témoignage sur les cadres d'analyse qui évoluent et qui se complexifient. Et l'idée du dernier point, bien sûr, est de se dire, est-ce qu'il existe des manières de juger un peu de ce processus? Donc, le premier point, la crise. Bien, la crise, c'est effectivement une remise en cause d'un paradigme de valorisation. Donc, dans la théorie économique, la crise est là à la fois pour marquer la fin d'un modèle et aussi pour essayer d'en faire émerger un nouveau. Et bien sûr, il y a toujours cet antagonisme entre est-ce que cela va être une faillite, c'est-à-dire est-ce que ça va être dur, ou est-ce qu'on peut gérer la crise de manière souple. Les deux sont généralement assez rares. D'accord ? La crise, c'est toujours quelque chose qui est entre les deux. Pourquoi ? Bien parce que, généralement, le modèle qui meurt ne veut pas mourir. D'accord ? Et le modèle émergent a généralement du mal à prouver sa rentabilité face à un modèle qui meurt, mais qui, faute de pérennité des investissements, se trouve dans une situation paradoxale où, en définitive, il a la plus forte rentabilité. Donc c'est quand on n'a plus à investir que généralement on obtient les profits les plus importants, même si ensuite l'activité s'arrête. Donc il y a comme ça un paradoxe à gérer, on le voit aujourd'hui hein, avec la transition énergétique. D'accord ? On sait depuis pas mal d'années que les ressources s'épuiseront, mais pour autant,
le modèle énergétique dominant, qui est celui du pétrole, continue à dominer et le peak oil que l'on attend tous met du temps à arriver. Donc ceci nuit effectivement à l'émergence de nouvelles technologies et à trouver des rentabilités dans des technologies qui doivent lutter à la fois contre le modèle dominant, mais aussi pour développer de nouveaux marchés. D'accord ? Donc l'innovation, c'est trouver effectivement cette force pour renverser le modèle dominant et trouver de nouvelles valorisations. Donc souvent, on classifie les innovations entre rupture et incrément. Là aussi, l'innovation est entre les deux. C'est un processus beaucoup plus complexe. Là aussi, le changement n'est pas fait pour le changement. Souvent, il est nécessaire aussi de valoriser et de rentabiliser les investissements passés. Donc, on essaye de gérer la transition et, bien sûr, le plus souvent, il s'agit d'évolution par palier. D'accord ? Donc, l'idée de cette première présentation de la crise, c'est effectivement que l'on n'a pas à faire ni à un processus de rupture ou de crash, tel qu'on pourrait le voir. On n'a pas non plus une évolution continue. On a quelque chose d'assez discontinu qui évolue par palier. Et donc les crises sont les éléments qui cristallisent un peu l'ensemble des difficultés, mais aussi des opportunités. Bien. Et donc, bien sûr, l'idée c'est que la crise donne naissance à une nouvelle perspective de croissance, dans le sens où elle permet de régénérer le système et à l'innovation de se diffuser. Donc on sait que le progrès technique, sur le long terme, est le vecteur de la croissance. C'est-à-dire qu'il permet de dépasser les logiques ou les antagonismes de court terme qui sont que, si on veut produire plus, on peut augmenter le nombre de travailleurs, mais là aussi, on va se heurter à la productivité décroissante du travail. Donc il va falloir aussi augmenter le capital, mais là aussi, on ne peut pas mettre une quantité incroyable de capital pour chaque travailleur. Pourquoi ? Parce que chaque travailleur devra piloter ce capital. Et donc on voit qu'on devient assez limité. Et donc le progrès technique nous dit que il faut améliorer la combinaison capital-travail. Et que c'est dans l'innovation va aussi permettre d'améliorer les potentialités du travail. Et donc ceci a un intérêt aussi, c'est que l'homme devient l'un des centres de l'innovation, ses compétences, à la fois individuelle, par, on l'a vu, la créativité, mais aussi par sa formation, mais aussi des compétences collectives. Pourquoi ? Parce que tout type d'infrastructure collective, que ce soit les réglementations pour l'innovation ou la culture, favoriser l'esprit d'entreprendre, sont des éléments importants qui vont jouer dans ces facteurs d'amplification des processus d'innovation et sur le court terme permettre de créer et de générer des valeurs de plus en plus importantes. Donc il ne s'agit pas d'un jeu à somme nulle. L'innovation permet à l'économie de jouer sur des sommes positives et donc d'éviter des conflits sur le partage du gâteau. L'autre moyen par lequel l'innovation va générer de la croissance, c'est ce que l'on appelle les gains de productivité induits, notamment le fait que l'application de l'innovation va engendrer de nouvelles potentialités chez les utilisateurs. Donc on peut parler des utilisateurs consommateurs, mais aussi des utilisateurs entreprises. Donc l'idée, par exemple, le semi-conducteur, l'idée de la pervasion, c'est que effectivement les progrès dans les semi-conducteurs ont permis la miniaturisation, ont permis le gain de performance, l'addition de fonctionnalités qui a permis in fine, à ce microprocesseur de se retrouver dans une multitude d'objets de plus en plus petits, de plus en plus performants, qui agrègent de plus en plus de fonctionnalités. Donc ceci veut dire que derrière, il y a une nécessité de trouver de nouveaux débouchés pour amortir des investissements dans l'innovation qui deviennent de plus en plus croissants. Et donc l'opportunité, c'est aussi une fatalité, c'est-à-dire que pour pouvoir continuer à innover, il est aussi nécessaire de trouver de plus en plus de débouchés. Ces débouchés ne peuvent être adressés que par des baisses de coûts et donc par la mise en place de moyens importants de production ou de mutualisation de moyens qui poussent à la recherche de ce qu'on appelle les économies d'échelle. Et donc là, il y a une contradiction qui génère aussi les crises dans l'accumulation de ce capital technologique et la nécessité de trouver les débouchés.
Et donc on voit aujourd'hui que quand ces débouchés se tarissent ou quand il y a une crise qui affecte ces débouchés, bien ceci met à mal un grand nombre d'industries. Et donc vers quel équilibre? Bien là, ça devient d'autant plus compliqué que si le processus de développement dépend de la demande et des besoins et que les technologies en fait n'ont de valeur que par le nombre d'utilisateurs, bien on s'aperçoit qu'il y a dans les modes de diffusion des technologies de l'instabilité ou ce que l'on appelle en économie de l'indétermination. C'est-à-dire que l'on a du mal à prévoir en fait les effets d'adoption des technologies. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets boule de neige qui peuvent se créer. Et donc il existe des seuils au-delà desquels, une fois la base installée devient suffisante, bien il y a des effets d'entraînement. Le seul problème, c'est qu'on ne connaît pas ces seuils et qu'il est très très difficile d'agir sur ces seuils. D'accord ? Donc il y a de plus en plus de l'incertitude sur les capacités des technologies à être adoptées, à devenir des normes ou des standards, ce qui rend en fait la dynamique de croissance assez non linéaire. Donc la crise, c'est générateur d'incertitude. Pourquoi? Parce qu'elle est générateur d'un grand panel d'opportunités qui sont aussi des difficultés d'anticipation. Donc pour regarder comment en fait cette dynamique d'innovation va se créer, et pourquoi elle se crée et comment le créer des valeurs, quelques points importants à retenir. Je vais essayer de me retrouver. Voilà. 3 points importants à retenir. Premièrement, la différenciation des produits, on l'a vu tout à l'heure. L'une des motivations importantes des entreprises dans l'innovation, c'est de pouvoir différencier ces produits. Ceci a une implication assez importante sur les modes de fonctionnement des économies, parce qu'on passe d'économies concurrentielles à des économies compétitives. C'est-à-dire que l'innovation, ce n'est pas la concurrence. C'est tout sauf la concurrence, c'est-à-dire maintenir un pouvoir de marché, une avance sur les concurrents, dans le but d'être devant. Donc mon objectif, c'est pas d'être le meilleur dans l'absolu, c'est pas de détenir le record du monde, du 100 mètres, non, c'est d'être champion olympique, c'est-à-dire de courir plus vite que les autres. Donc il ne suffit pas de courir vite, c'est pas nécessaire parce que ça risque de coûter très cher. Le mieux, c'est de courir plus vite que l'autre. Ça peut aussi coûter très cher. Mais on a là aussi des stratégies relatives, ce qui sont par exemple les stratégies de Samsung. On a aussi, dans la caractéristique des technologies, une segmentation des filières. On en a vu des exemples où aujourd'hui il est très très difficile de définir des secteurs comme auparavant. Quand on parle de microélectronique, même quand on parle de processeurs, d'accord, il y a une déstructuration totalement des filières où, si on prend le microprocesseur, on a Intel qui fait de A à Z son processeur, mais en face, on a des modèles totalement décomposés. Par exemple, le modèle qui est autour des processeurs ARM, d'accord, qui permet d'acquérir de la propriété intellectuelle, la concevoir, développer ses propres processeurs, les faire graver par un fondeur, TSMC ou autre, en Asie, et du coup revenir avec un produit optimisé pour des applications mobiles. Donc on voit aujourd'hui que la force d'un modèle intégré n'est pas forcément ou n'est pas systématiquement déterminante. Les modèles non intégrés, d'accord, permettent à une myriade d'entreprises de trouver des niches ou des écosystèmes dans lesquels, malgré des parts de marché faibles, eh bien, elles peuvent générer des profits par une meilleure adaptation des produits. Enfin, la décentralisation des modes de valorisation. Bien, si on veut résumer cela, bien, ça veut dire que le consommateur devient aussi le producteur. On le voit dans les énergies, d'accord, l'éolienne est un bon exemple, l'éolienne qui est ici est un bon exemple, c'est-à-dire que de plus en plus, dans les technologies de l'information et de la communication, le consommateur fait partie de l'écosystème. Donc quand on voit qu'on est prêt à racheter $1 milliard, une entreprise sur sa base de consommateurs, hein, c'est le cas de l'achat d'Instagram par Facebook, on voit l'importance d'acheter les utilisateurs, ou du moins d'avoir ces effets d'adoption qui soient déjà structurés. Donc on voit qu'il va y avoir nécessité, non plus de parler sur des modèles, je dirais, centralisés de production qui se diffusent, mais aussi des modèles dans lesquels on va partager, et on va devoir trouver un partage dans l'utilisation entre le consommateur et le producteur. On le voit notamment dans les technologies des smart grids,
C'est-à-dire qu'on va essayer de développer des compteurs intelligents. L'idée, c'est que, du coup, on essaye, par ces compteurs intelligents, d'étaler le pic de charge en proposant au consommateur des prix variables. Mais du coup, le consommateur, lui aussi, veut y retrouver des usages parce que, bien, on voit bien aujourd'hui que les consommateurs disent « mais on fournit des informations ». Sur notre consommation à EDF, on veut, nous aussi, avoir un partage de cette valeur. D'accord ? Et les choses vont encore se complexifier quand il va falloir prendre en compte la production décentralisée d'électricité. Donc on voit qu'il devient de plus en plus difficile d'appréhender ces dynamiques qui sont, sur ces 3 points, assez déstructurantes. Enfin, donc sur des pistes de réflexion, on voit apparaître bien des trajectoires innovantes. On va faire assez rapidement parce qu'on va devoir terminer. On voit des trajectoires, je dirais, divergentes, qui sont des trajectoires plutôt de déclinaison, où la valeur des innovations ne sont pas intrinsèquement dans le produit, mais dans les applications. La carte à puce est un bon exemple. D'accord ? La technologie est une chose, trouver des applications permet de le valoriser. Ou des convergences, là on est plutôt dans les biotechnologies et dans l'association de différents domaines, à la fois de la miniaturisation d'outils de diagnostic et de traitement, par exemple, l'association de capteurs et de traitement de l'information. Et une version que l'on a vue tout à l'heure, qui sont les systèmes d'innovation, dans lesquels les acteurs publics jouent un rôle important, qui vont essayer en fait de réduire cette complexité ou de l'organiser au travers de différentes formes de mise en relation, de réseaux, qui vont aller à des niveaux croissants, qui sont la coordination, la collaboration ou les coopérations. La coordination, c'est des coordinations amont-aval. On a vu par exemple la stratégie de développement par les usages. Mais il est très très important effectivement de développer les usages des technologies pour tester ces marchés, mais aussi parce qu'il faut bien anticiper quel est le coût d'adoption des technologies et donc à la fois les coûts d'adoption des technologies, mais aussi les effets productifs qu'elles peuvent avoir sur les clients. Et les effets productifs d'une technologie sont d'autant plus grands que le client va lui-même intégrer cette technologie et modifier son propre processus de production pour s'adapter. Par exemple, les technologies sans contact de RFID sont d'autant plus productives que les entreprises ont elles-mêmes des systèmes d'information performants. D'accord ? Les collaborations, R&D, formation, on le voit, c'est le cas principalement des pôles de compétitivité ou des PRIDES qui sont véritablement, grâce à un ancrage territorial, des structures qui vont essayer de gérer le conflit entre la propriété intellectuelle et le fait que l'on veuille garder individuellement les choses, mais que l'on n'ait pas les ressources suffisantes pour accéder à la taille critique. Et donc c'est ce que l'on appelle donc ces architectures distribuées d'innovation sont là pour essayer bien d'asseoir ce qui a été dit, la confiance, pour permettre aux personnes de collaborer et d'essayer collectivement d'acquérir un niveau d'expertise. Enfin, les coopérations, ce qui est le niveau le plus compliqué dans l'innovation, de nombreuses innovations vont nécessiter la collaboration à la fois des acteurs privés, mais aussi des acteurs publics. Le cas typique de la voiture électrique est illustratif, c'est-à-dire que bien, si on innove dans la voiture électrique, il faut aussi avoir des bornes pour la recharger. Cela nécessite en définitive de développer tout un écosystème qui va de l'ingénierie, bien sûr, des voitures, des batteries, mais aussi de l'urbanisme, de l'aménagement, des modes de partage et des activités de service. Et donc on voit que ces coordinations sont nécessaires pour pouvoir rendre viable une innovation. Et ça, c'est beaucoup plus dur dans la mesure où ces coordinations nécessitent des investissements plutôt de moyen long terme de la part des acteurs publics. Merci Frédéric Richen de cette intervention. Alors on va retrouver Marc Lassus, et puis puisque vous avez parlé de son éolienne, j'espère qu'il va enfin quand même nous en parler, nous en dire quelques mots. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour innover d'après votre expérience, Marc ? D'abord, je regrette de ne pas avoir parlé d'éolienne avant parce qu'il y avait plus de monde. Il n'y a que les bons élèves qui sont restés. Eh ben oui, mais... Vous n'allez pas le regretter. C'est le timing, hein, c'est ça, hein ? Oui, on arrive à 7h, hein, bientôt. Bon, il n'y a pas de bons moments et de mauvais moments. Parlez un peu plus près du micro. Alors,
Alors j'en suis. Ah oui. Non, il n'y a pas de bon moment et de mauvais moment. Il faut toujours innover. Je vais essayer de faire un constat un peu négatif, c'est pas mon habitude, sur l'état de la France, la situation de la France, mais c'est juste pour essayer de rebondir, essayer de faire éventuellement quelques suggestions et notamment m'adresser ici à la communauté des conseils, voir s'il n'y a pas des choses à faire pour secouer ce pays, sortir un petit peu de la morosité, parce qu'il y a quand même une certaine morosité. Alors, dans le négatif, la France n'a pas atteint les objectifs européens de 3% du PIB en recherche et développement. Bon, ce n'est pas que la France, hein, mais tout de même, bon, on est ici chez nous et c'est dommage, donc on n'a pas atteint ces objectifs. Les entreprises de taille intermédiaire, c'est un peu au-delà de qu'on appelle les SME, Small and Medium Enterprise, c'est les PME. Mais il y en a 10 000 en Allemagne, 10 000 en Italie, et il n'y en a que 4 000 en France. Et en Allemagne et en Italie, ce sont celles qui participent le mieux à l'exportation. Et ça, c'est mon obsession, l'exportation. Faisons des produits qu'on puisse vendre partout dans le monde et très vite, et gagner les parts de marché, encore une fois, sur les pays qui ont un taux de croissance qui est bien au-dessus de celui que nous voyons en Europe. Les Français épargnent 17% de leurs revenus, je ne croyais pas ça. 17%, c'est 5% chez les Britanniques. Et l'épargne totale en France s'élève à 5 000 milliards d'euros. 5 000 milliards d'euros qui dorment. Et pas forcément de l'épargne qui est orientée vers les entreprises en plus. Alors, on va y venir. Qui dorment, et pour un PIB de 2 000 milliards d'euros, et la dette publique dont on parle beaucoup à la télé en ce moment, et pour cause, est de 1 600 milliards d'euros. Donc, mais il y en a 5 000 qui pourraient être mieux canalisés, mieux utilisés. La crise renforce l'épargne de précaution, le fameux livret A. À quel taux? Un taux de 2,25%, l'inflation arrive presque à ce niveau, etc. C'est ridicule. On laisse dormir le bas de laine des Français. Le crédit d'impôt de recherche, je ne vais pas le critiquer parce que pour les PME, les petites entreprises, c'est quand même quelque chose de super. Seulement, la grande majorité de ce crédit, il est canalisé, il est bouffé par les grosses entreprises, qui déjà d'un côté payent moins d'impôts que les petites, et en plus, ils piquent la majorité de ce fameux crédit d'impôt recherche, qui est quand même génial, c'est vrai. Et je peux vous dire, je suis témoin, je suis dans des boîtes, notamment celle qui fait cette petite éolienne, le crédit d'impôt recherche lui a permis de survivre. Mais aujourd'hui, il faudrait quand même éviter que ce soit les grosses boîtes qui ramassent la plupart de ces fonds. Alors, le capital risque. Vous savez ce que dire MDR, hein, c'est mort de rire, ou chez les jeunes, là, comme on dit, ou LOL. Eh bien, maintenant, pour moi, le capital risque, c'est MDT. C'est mort de tristesse. Et le terme risque devrait être éliminé du vocabulaire des gens qui sont dans la finance, qui sont prétendus là pour aider des petites entreprises. Ils ne font que des grosses opérations de fusion, acquisition, etc. Évidemment, ça leur demande pas plus de ressources de faire une grosse affaire, de suivre une grosse affaire que d'appuyer une petite boîte. Évidemment, ils gagneront moins d'argent, ils feront moins d'effets multiplicateurs au bout du compte, mais et puis leurs patrons ont été tués par l'Internet, parce qu'on a la bulle d'Internet, on a prêté aux boîtes, plus elles perdaient de fric, plus on a prêté d'argent, c'était n'importe quoi. Donc aujourd'hui, capital risque, c'est quand même une catastrophe. Je vous parle rapidement de cette boîte, et c'est par les business angels qu'on a réussi, dans beaucoup de cas, à financer des entreprises qui méritaient par leur dynamisme, leurs produits et leur potentiel. Bon, j'attaque l'autre diapo. C'est plus positif, l'autre volet. Ben, oui, je fais un constat. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, par exemple, pourquoi au lieu de faire... pourquoi on ne ferait pas une épargne fertile? À une tentative avec la loi TEPA, c'est-à-dire que des gens qui payaient l'impôt sur la fortune, c'était quand même pas la majorité des Français, pouvaient canaliser une partie de leurs fonds pour payer moins d'impôts. C'était jusqu'à 70-75 000 euros. Mais évidemment, les règles ont changé pour deux raisons. D'abord, c'était à profiter qu'aux riches, donc c'est pas très bon. Ensuite, Ensuite, il y a eu des tricheries. Et finalement, les règles ont changé. Oui, des gens qui ont créé un tas d'entreprises fictives. Hein. C'est comme ceux qui font de l'énergie solaire la nuit. Il y a eu ça aussi. Et ça tue beaucoup de choses après. Donc, il y a eu
la loi TEPA n'est plus quelque chose de très attractif, mais pourquoi on n'essaierait pas d'encourager tout le monde de faire ce que j'appelle l'épargne fertile, c'est-à-dire chacune, 5 000 euros, 10 000 euros, au lieu de laisser dormir à deux dans le livret A, pour encourager l'ensemble des Françaises et des Français à investir intelligemment, avec une garantie, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas descendre en dessous du livret A. Vous voyez, donc ils le mettent dans le mettent, si jamais... On limite le risque. Il parie sur le bon cheval, il gagne. Et bien, si jamais c'est pas très bon, ben, au moins ça garantit le livret A. Alors c'est une idée, hein, c'est tout. On va accélérer un peu parce qu'il faudra que vous nous parliez de l'éolienne quand Oui, même. bon, Hein. alors le crédit import-export, eh bien, au lieu de faire que le crédit import-recherche, pourquoi on ne ferait pas un crédit qui aide les entreprises à plus elles exportent, plus elles reçoivent un crédit. Bon, alors je vais aller vite. Je vais passer. Alors non, quand même, mon ami Michel Fiocchi a dit pas mal de choses qui sont intéressantes. Je suis un ancien universitaire aussi. Et il a bossé vachement parce que j'ai travaillé chez STM, avant ST Microelectronics. Les puces, c'était mon truc, hein, avant de faire la carte à puce. Donc on coopère, on a découvert cette super école. Il y a la fusion avec les télécoms qui donne un potentiel considérable, donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais je crois beaucoup au métissage, ça a été dit là, par l'orateur précédent, le métissage des technologies, la combinaison de technologies, la convergence des technologies. Alors maintenant, je voudrais, c'est pas là pour donner conseil, à des conseils, mais tout de même, on aimerait que vous puissiez nous aider à devenir des dénicheurs de tendances, bien identifier, essayer de voir d'où vont venir les évolutions, nous aider à faire la chasse aux business angels, pourquoi pas la mobilisation des épargnants fertiles, la culture à l'export, ça c'est mon obsession, mais on aimerait aussi avoir un guichet unique parce que il y a quand même une certaine jungle dans toutes les aides possibles et une petite entreprise ne peut pas se le permettre. Quand j'étais chez ST, enfin le T c'est le Thomson, j'avais 10 personnes qui ne travaillaient qu'à ça, ils allaient à l'Europe, ils campaient partout, faisaient du lobbying, etc. Les petites boîtes ne peuvent pas se le permettre. Donc les conseils peuvent nous aider à faire tout ça, et y compris pour l'export. Aussi, il y a des aides. Bon, l'OSEO marche super bien. C'est Ubi France, c'est extraordinaire. Ils en ont parlé ce matin, là. Ils ont eu une réunion ce matin à 2 pas d'ici. La COFAS, tout ça, c'est très très bien. Mais les petites boîtes, elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas la compétence. Donc, il faut des interfaces qui nous aident à canaliser tout ça. Le lobbying auprès des pouvoirs publics. Bon, les relations humaines, les ressources humaines, évidemment, ça a été déjà dit. La veille technologique, bien sûr. Et Michel Fiocchi a dit quelque chose que les chercheurs n'aiment pas ou n'arrivent pas à entreprendre. Alors qu'aux États-Unis, combien de boîtes ont été créées par des chercheurs? Quand je cite Intel, et j'en reparlerai rapidement, Intel, c'était Bob Noyce, c'était Gordon Moore, c'était Andy Grove, c'était des chercheurs, c'était des profs. Et ils ont créé la plus belle boîte au monde dans le domaine des puces. Et il y en a beaucoup des comme ça. Et moi, quand je travaillais chez Motorola aux États-Unis, il y avait des chercheurs qui venaient pour un an, ils prenaient une année sabbatique, etc. Et puis après, ils repartaient. Souvent, ils prenaient le goût de créer une entreprise. Voilà. Je voudrais finir. Alors là, je suis un très mauvais élève. On a reçu la charte d'orateur dans notre dépliant. Bon, je l'ai lu. Alors, il y a un truc, il est écrit « Ne pas chercher à vendre vos produits ». Mais plutôt expliquer les sources de votre innovation et le développement de votre marché. Ne pas chercher à vendre. Ah, on en vient à l'éolienne. Ne pas chercher à vendre, mais quelle horreur. C'est pas honteux de vendre, c'est pas honteux de garder du fric, de gagner du fric. Il faut vendre. Si on ne vend pas, on va crever. Donc, je suis venu vous parler d'un produit qui est développé ici. Voilà. Et j'ai le carnet de commande qui est prêt, mais enfin, pour vous, on fera un prix. Moi, je peux la mettre chez moi, là? Oui, celle-là. Ouais, alors, je vais vous expliquer quand même. Ah oui, parce que avant qu'on l'emmène... C'est un inventeur qui a fait une école de commerce qui était des quartiers nord de Marseille et qui a un nom qui n'est pas très catholique, mais enfin, c'est important à dire. Donc, il a pris des brevets et un jour, on m'a dit, j'ai vu une simulation, c'était une simulation sur un PC. Et j'ai vu un truc tourner, et j'ai dit, mais ça, mais il y a un truc là. J'ai amené un copain qui était très bon en voile, très bon en aérodynamique, un samedi matin dans la Madragueville, je ne sais pas si vous connaissez, là, voilà. On a sorti un monstre, un dinosaure, avec 2 pales sur un axe horizontal. Il y a très peu de vent et ça s'est mis à tourner. On s'est regardé, on a cherché s'il n'y avait pas un moteur. Il n'y a pas de moteur là. C'est un ventilo qui est juste devant et qui... Non, il n'y a pas de moteur parce qu'on peut tricher, mais là, on ne triche pas. Donc, ce gars-là a pris 3 brevets.
Sur la forme, d'abord les premières éoliennes, c'était un peu les manches à air que vous voyez sur les aéroports. Mais ça, c'est des éoliennes individuelles, c'est-à-dire qui peuvent être commercialisées pour une personne physique qui veut mettre ça dans son jardin? Comment qui peuvent être commercialisées? Qui sont commercialisées? D'accord, très bien. Et ça marche comment, là? Ça produit de l'électricité comment? Il faut du Non, vent. mais d'accord, mais après, pour le brancher sur la machine à laver ou sur le réfrigérateur? Alors, ce modèle, c'est pas un modèle qui va aller chez le particulier parce qu'il fait passer d'énergie. En revanche, on le monte sur des lampadaires publics avec des LED, diodes électroluminescentes, et aussi un couplage avec du solaire. Totalement indépendant, il n'y a pas besoin de créer, de tirer des câblages, du cuivre. La SNCF est très intéressée pour les croix de Saint-André, pour la sécurité. Ils se font voler le cuivre. On peut mettre une caméra de surveillance. Il y a l'État français qui a décidé que les petites communes, on gaspille énormément d'énergie pour éclairer. Donc il faut rendre l'éclairage intelligent, je parle de l'éclairage public. Hein. Et avec ça, on a besoin que de 60 watts, parce que les diodes électroluminescentes éclairent beaucoup et ne consomment pas, alors qu'avant c'était des centaines de watts. Donc une petite éolienne comme ça permet de faire un système public. On peut le mettre aussi sur des relais télé, etc. Bon. Mais on a deux produits qui sont, la 3D50, la 3D c'est-à-dire 3 dimensions, parce qu'on est la seule à avoir une 3 dimensions, et qui fait 1,5 kW, qui est suffisante pour alimenter 80% des besoins, ça dépend du vent bien sûr, d'une maison. On a une qui fait 3,5 kW, qui est bien pour les collectivités locales, mais aussi pour les particuliers. Alors, quels sont les avantages de ce produit? Parce que je vais venir mes cravates, déjà vous aussi, mais... alors, premièrement, elle fait aucun bruit. Elle fait aucun bruit parce qu'elle ne cisaille pas le vent. Les éoliennes traditionnelles se tournent vite en général et elles cisaillent le vent. Donc là, le vent glisse dans la pale. Alors le deuxième brevet, c'est pour me faire plaisir, on a fait la pale Chistera. Je suis originaire du Pays Basque et il se trouve que le vent, comme la pelote, il rentre bien dedans. Les voileux comprendront aussi qu'il y a une dépression au dos de la pale, ce qui donne beaucoup plus de puissance. Alors l'autre éolienne tourne moins vite que les autres, ne cisaille pas le vent, fait aucun bruit. Autre avantage, elle démarre à des vitesses de vent très faibles. J'ai un film qu'on n'a pas le droit de publier parce qu'il y a un centre de test en Grande-Bretagne, de qualification. Il y a 30 éoliennes, il y en a une seule qui tourne, c'est la nôtre. Il y a très peu de vent. Mais l'autre avantage, c'est qu'elle s'oriente automatiquement face au vent. On ne l'arrête jamais. Parce que sur les gros systèmes, là, il n'y a que deux haubans. Mais on a aubané les pales sur plusieurs points. Par opposition aux éoliennes traditionnelles où toutes les contraintes sont sur le moyeu. Et dès qu'il y a trop de vent, on est obligé de les mettre en drapeau ou de les arrêter. Et vous avez un stand pour la vendre à la sortie. Vous avez un stand un stand là pour vendre l'éolienne. Un stand pour vendre l'éolienne, non? C'est prochain un stand. Vous venez me voir, j'ai le carnet de commande, c'est bon. tout. Non, jusqu'à présent, alors je vais faire le malin, mais on a vendu en Russie, en Moldavie, à Malte, en Espagne, en Italie, en Irlande, en Angleterre, en France aussi, bien sûr, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Chine, etc. Mais on a vendu ou deux, hein, chaque fois, parce qu'on a vendu à travers des salons. C'est au moment où les gens venaient dans le salon, d'ailleurs on mettait celle-là, hein, et ils étaient séduits, on leur voit la doc, après les prix, etc., et on les aide à l'installer. Donc, elle ne fait pas de bruit, elle ne s'arrête jamais, elle s'oriente automatiquement au vent, les pales jouent le rôle de gouvernail, elle plaise aux femmes. Elle plaise aux femmes. Alors, mesdames, le carnet de commande, il est là. Et les architectes aussi, ils l'aiment. Et qu'est-ce que je dois dire? Donc, elle couvre elle fait, et elle est française. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, alors la dernière slide. Je vous ai beaucoup parlé d'Intel. Alors, vous y allez par... non, mettez pas tout. Juste y aller par touche. Non, merde. Ah, je sais pas non, si... non, revenez arrière. Vous pouvez pas? Non. Je ne sais pas s'il était animé le slide. Enfin bon, on voit le... Oui. Alors c'était en séquence, ouais, c'est dommage. Ouais. Je crois qu'il n'était pas animé. Hein. Il m'a gâché mon effet là, putain. C'est pas grave. Bon, Intel Inside, vous connaissez. Bon, c'est super, Intel, c'est la meilleure boîte au monde, des microprocesseurs, microcalculateurs. Mais Inside, c'est limitatif, c'est fermé. Alors que nous, c'est... On avait fait Projet Plus, tu te rappelles? Je fais que suivre. Donc nous, c'est Néolis, mais c'est l'avenir, c'est l'univers, c'est immense. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je voudrais remercier Yves Bisson pour avoir mené de mettre ces séances, parce que c'est pas évident. Il veut que je lui en achète une, mais je lui ai promis de toute façon, donc il n'y a pas de problème. On est tous trop bavards. Et je voulais remercier aussi Philippe Morana et également Jean-Michel Voilà de m'avoir invité, et mon copain ex-J'aime Plus qui était à l'origine de tout ça. Merci beaucoup. Merci Marc Lassus, merci beaucoup. Donc vous avez compris que c'est l'entreprise Néolis qui fait... je crois que je commence à avoir des problèmes de pile dans mon micro, donc c'est que on va quand même avoir le temps encore de voir 3 chefs d'entreprise qui vont nous parler